Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus au Théâtre Nouvelle-France, au Chénet-Rocancourt. J'ai passé la parole à Richard Delepierre, maire du Chénet-Rocancourt, qui nous accueille dans ce beau théâtre. Merci Jean-Michel, cher Martin, cher Jean-Louis, merci de votre présence ce soir, donc sur un événement mixte, distanciel et présentiel, mais voilà, dans cette période de campagne européenne, c'est avec un très grand plaisir qu'on vous accueille ce soir. Le maire Modem et vieille UDF que je suis est très heureux d'accueillir une figure du parti reconnue, sans doute entre toutes, pour son savoir sur la question européenne. Et donc, on est quelques-uns ce soir à avoir un grand plaisir à vous voir en vrai, Jean-Louis, à vous entendre. Voilà. Et puis, je crois que vous êtes bien accompagné. Donc, en vrai, surtout, en vrai. Et voilà, et puis l'occasion de reparler du couple franco-allemand dont on sait le caractère central et essentiel dans l'équilibre de ce continent est à saisir. Donc merci à Jean-Michel et à ses équipes de prendre l'initiative, toutes les initiatives possibles pour nous permettre de nous rencontrer et d'échanger sur les sujets européens. Voilà, très bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc bonjour à tous et à toutes, je suis Jean-Michel Prat, je suis le président de l'association européenne de jumelage de Chénet-Eppenheim et président de la Fédération des associations franco-allemandes pour l'Europe. Ensemble, avec la FAFA Île-de-France, nous avons décidé d'organiser ce bel événement ici au Chénet. Nous sommes suivis par une centaine de personnes en visioconférence, des gens de toute la France et même d'Allemagne qui nous ont rejoints via le lien que leur a envoyé cet après-midi. Voilà, je suis heureux de vous accueillir en mode hybride pour cette conférence débat sur la relation France-Allemagne et les enjeux des élections européennes. En propos liminaire, je souhaite remercier nos deux intervenants de la soirée, monsieur Martin Schaffer et monsieur Jean-Louis Bourlange, d'avoir accepté notre invitation, mais également saluer le public nombreux présent en présentiel au Théâtre Nouvelle-France. Resaluer Richard Delepierre, le maire du Chénet, les membres du conseil municipal présents, ainsi que Christian Font, président du mouvement européen des Yvelines, mais également Françoise Arnold, vice-président de la FAFA pour l'Europe, et Yvon Emès, vice-président du jumelage et de la FAFA Île-de-France, ainsi que les membres du CA qui m'ont accompagné pour la préparation de cette conférence. Lors de cette soirée, nous échangerons avec nos intervenants sur 3 thèmes d'actualité: la relation France-Allemagne, la France-Allemagne dans l'Union européenne, les enjeux des élections européennes. Comme lors de nos conférences précédentes, afin de vous permettre de dialoguer avec nos intervenants, nous passerons la parole à chaque fin de séquence vers la salle afin que vous puissiez poser des questions, mais également via un email dédié, conférence@fafa-pour-l'Europe.fr, pour les personnes qui nous suivraient en visio. Nous devrions terminer aux alentours de 21h45 et ensuite nous nous retrouverons à l'issue de cette conférence au foyer du théâtre pour un pot de l'amitié. Monsieur Schaffer, vous êtes ministre plénipotentiaire à l'ambassade d'Allemagne à Paris depuis 2021. Vous avez une longue carrière diplomatique. Vous étiez ces dernières années ambassadeur d'Allemagne en Afrique du Sud, au Lesotho, en Eswatini, porte-parole du ministère fédéral des Affaires étrangères allemand pendant de nombreuses années. Vous avez un doctorat de l'université de Münster et vous êtes également diplômé de l'ENA. Donc, vous êtes un fin connaisseur de notre pays. Merci d'être présent avec nous. Monsieur Bourlange, vous êtes député de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine depuis 2007, président de la Commission des Affaires étrangères. Vous avez été député européen de 1989 à 2007. Vous avez été président du mouvement européen en France de 1995 à 1999. Cette conférence a été montée conjointement avec nos amis du mouvement européen des Yvelines. Donc, c'était aussi important de le rappeler. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation.
Le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et Konrad Adenauer ont signé le traité de l'Élysée, traité de réconciliation entre la France et l'Allemagne. Il a été renforcé par la signature du traité d'Aix-la-Chapelle, qui était un traité de coopération, dont on a célébré encore aujourd'hui le 5e anniversaire. Et vous avez peut-être pu voir d'ailleurs une exposition qui a été montée par la FAFA pour l'Europe, dont certains panneaux sont derrière moi, en version française et en version allemande, d'une exposition qui s'appelle du traité de l'Élysée au traité d'Aix-la-Chapelle. On constate que le couple franco-allemand a des relations plus ou moins proches, selon les périodes. Pour vous, comment voyez-vous cette relation franco-allemande aujourd'hui ? Comment voyez-vous ça un peu ? Monsieur Schaffer ? Oui. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Moi, au début, je veux tout simplement parler des deux miracles que je crois constituent aujourd'hui le couple franco-allemand. Et je ne le dis pas pour éviter des questions difficiles comme Monsieur Prats l'a dit, j'étais porte-parole du gouvernement, donc il n'y a pas une question qui ne m'a pas été posée, donc vous êtes tout à fait libre à poser des questions les plus agressives possibles, je le survivrai. Alors, pourquoi est-ce que je parle de deux miracles? Le premier miracle est le miracle que nous partageons tout le temps. Après 4 guerres fratricide, je dirais, européenne. Je commence avec l'ère napoléonienne. Après 150 ans d'indemnité, et bien finalement sur les cimetières de Verdun ou ailleurs, des personnes âgées, comme Konrad Adenauer et Robert Schuman et Jean Monnet, et à cette époque déjà, des autres Européens se sont mis en reconnaissant les millions de morts, y compris leurs fils et leurs grands-fils, qu'il faut changer la manière dont l'Europe fonctionne. On s'était infligé des blessures incroyables les uns aux autres et on s'est promis à ce moment-là de terminer une fois pour toutes avec cette manière de procéder. Et la réconciliation qui a été la conséquence de cette reconnaissance mutuelle des Français et des Allemands est quand même un miracle incroyable. Après 4 générations, après des histoires longues, peut-être ardues ici et là, nous sommes ici maintenant à la fin de l'arc de vie de ceux qui l'ont encore vécu dans une situation où une guerre entre l'Allemagne et la France non seulement est impensable, mais que la France et l'Allemagne sont devenus les moteurs de l'intégration européenne. Et que vous, qui vous engagez dans le franco-allemand avec des associations, avec des jumelages, dans des formes diverses, vous êtes la preuve même du succès, du miracle de cette réconciliation qui est devenue une amitié, un partenariat. Quel est le deuxième miracle, à mon sens? Le deuxième miracle, à mon sens, c'est que ça fonctionnait malgré le fait, monsieur le député, que nous sommes profondément différents les uns des autres. Nous avons tiré des leçons tout à fait différentes de l'histoire. Nous avons des histoires différentes. Nous avons des philosophies politiques tout à fait différentes. Nous sommes en Allemagne un pays fédéral. La France est centralisée. Nous préférons l'économie de marché pour résoudre des problèmes, tandis que la France, j'exagère un petit peu, surtout préfère l'intervention de l'État. Nous avons des perspectives sur nous-mêmes et sur notre rôle dans le monde tout à fait différents. Et même, je dirais, j'ai des petites filles qui vont dans l'école française, nous ne sommes même pas d'accord sur la manière d'éduquer nos enfants.
On est vraiment très différents. Et malgré cela, malgré nos différences, malgré nos divergences, malgré nos réflexes tout à fait différents sur le plan politique, eh bien, ça marche assez bien depuis 4 générations. Et moi, je considère que c'est vraiment un travail acharné de chaque jour de le faire, d'essayer de se mettre dans les chaussures de l'autre pour le comprendre mieux et pour trouver les champs d'application pour les compromis qui sont nécessaires entre nous et pour un bon avenir de l'Europe. Merci beaucoup. Monsieur le député. Ça marche? Oui, ça fonctionne. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je crois même que j'aborde déjà, je montre le bout de l'oreille sur le second débat. Je crois que cette différence est extrêmement créatrice, parce que, comme nous avons beaucoup de mal à nous mettre d'accord, à partir du moment où nous nous mettons d'accord, il est extrêmement difficile que tout le monde ne soit pas d'accord avec nous. Et donc c'est prenez les éléments les plus différents. Je vais donner, pour pas répéter ce que j'ai entendu, lequel je suis entièrement d'accord, je vais donner un petit arrière-plan historique. Selon moi, je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec ça, mais on dit que la France et l'Allemagne sont des ennemis héréditaires, et on date en général cette inimitié de la dislocation de l'empire de Charlemagne. Je crois que c'est faux. Je crois que l'ennemi héréditaire de la France, c'est le Royaume-Uni ou l'Angleterre. Ce qui ne veut pas dire qu'on s'entende mal avec l'Angleterre, parce que pour avoir un ennemi héréditaire, il faut le ménager. Sinon, il disparaît. Ou il faut qu'il vous ménage. Sinon, vous disparaissez. Donc, nous avons eu, entre les Anglais et nous, une lutte très très forte pour l'hégémonie, qui s'est terminée à la fin du XVIIIe siècle par le succès britannique, et les efforts de Napoléon n'ont pas réussi à le remettre en cause. Avec l'Allemagne, c'est différent. Contrairement à ce que dit l'historiographie française, qui construit l'historiographie française qui s'est construite sous la Troisième République, après la défaite de 1870-71, et avec l'idée que la polarisation franco-allemande était essentielle. Et alors, on a construit ce mythe de l'opposition héréditaire avec le grand succès des cardinaux ministres de Louis XIII et de Louis XIV, c'est-à-dire Richelieu et Mazarin, qui ont su diviser l'Allemagne, imposer, puisque vous êtes de Westphalie, imposer les traités de Westphalie, de Münster et d'Osnabrück, et donc on a considéré que c'était une victoire. Moi, je crois pas du tout à ça. Je crois que je puise mon inspiration chez un auteur hongrois qui était très remarquable, qui s'appelait István Bibó, et qui a analysé l'histoire de l'Allemagne notamment, et qui montre que en réalité le problème de l'Allemagne jusqu'au XIXe siècle a été sa difficulté à s'unir. Les Français ont réussi, sur la base de l'échec de l'héritage de Charlemagne, la monarchie a réussi à juguler son aristocratie, à faire une alliance avec la bourgeoisie et à construire un pouvoir avec d'ailleurs les caractéristiques qui ont été rappelées, notamment l'étatisme, qui est très puissant. En Allemagne, l'empereur a échoué. Il a toujours constamment, y compris Charles Quint, il a constamment couru après tous les princes de son pays, et les principautés se sont érigées en principautés autonomes, et la fracture religieuse a ajouté à la division des princes une division fondamentale. Et ça aboutit au grand collapsus de la guerre de 30 ans, qui a vu quand même la population allemande disparaître à peu près 30%, bon, quelque chose d'absolument considérable. Et les Français ne le savent pas, mais c'est sur la base de cette dépression démographique fondamentale et de ce déchirement interne que s'est construite l'hégémonie française au XVIIe et au XVIIIe siècle.
Et puis, à ce moment-là, ça a changé. On a, notamment sous l'effet de Frédéric II, parce qu'on a perdu à la fois vis-à-vis des Anglais, on a perdu l'Inde et le Canada, et puis on s'est fait battre à Rosbach notamment par Frédéric II. On a donc signé un traité qui consacrait en fait le royaume de Prusse comme un État qui annonçait, qui préfigurait l'État allemand que Bismarck a réalisé. Et à ce moment-là, on est rentré dans une histoire épouvantable, qui n'était plus un combat entre ennemis héréditaires, mais un combat pour la destruction de l'autre. Pratiquement, Napoléon, quand il a, après Iéna, a pratiquement réduit la Prusse à rien du tout. Il a fait son alliance avec la Russie. Il a coupé les deux ailes de la Prusse. Ensuite, on a, en 1871, Bismarck, a vraiment mis la France dans une situation très délicate, et puis il s'est redressé un peu, et en 75 il voulait recommencer, ça s'est pas fait parce que l'Europe s'est un peu opposée, et puis nous-mêmes, nous construisions à ce moment-là quelque chose, une histoire, comme quoi la France avait le droit d'être une nation, mais pas l'Allemagne. Que l'Allemagne, c'était un peu la théorie de tous les historiens de la Troisième République, elle n'avait pas le droit d'être une nation. Bon, il fallait que ce soit morcelé. Et on a promené cette idée, avec d'ailleurs parfois très brillamment défendue, notamment par Jacques Bainville au lendemain de la Première Guerre mondiale, que, au bout du compte, il y avait un État national qui était parfait, c'était l'État français, et puis en face de ça, on voulait un certain nombre de Länder, d'États qui étaient en mille morceaux. Évidemment, les Allemands n'ont pas entendu cela de cette sorte. Ils ont trouvé un très très mauvais avocat en la personne d'Hitler, et qui à ce moment-là a détruit la France. Donc on était, à la différence des combats avec l'Angleterre, on était dans des combats à la vie, à la mort. C'est ça qui a caractérisé la relation franco-allemande. Et grâce au ciel, ça se termine bien. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que en réalité, on a compris que le problème géopolitique, c'était trois pays, hein, la Russie, la France, l'Allemagne et la France. Kissinger disait le problème de l'Europe est très simple, il faut que l'armée allemande soit assez forte pour battre simultanément l'armée russe et l'armée française, mais pas suffisamment forte pour dominer l'Europe. Évidemment, si vous pouvez battre l'armée russe et l'armée française, vous dominez l'Europe. Et alors, la réponse, elle a été très clairement apportée. Ça a été difficile pour nous. De 45 à 50, on est encore dans la vieille tradition, et c'est Georges Bidault qui, bien que démocrate chrétien, incarne un peu ça, dit il faut empêcher l'Allemagne d'être souveraine, il faut empêcher qu'elle ait une industrie de l'acier, etc. Et on se bat, et on se bat vraiment à front renversé face aux Anglais et aux Américains qui nous disent mais vous nous cassez les pieds, le vrai danger c'est la Russie, il faut que les Allemands soient forts, soient démocrates, soient prospères, soient défendus, c'est comme ça qu'ils élimineront leurs démons, et donc vous Français vous êtes des empêcheurs de tourner en rond. Le génie de Jean Monnet est d'avoir compris ça, et le génie de Robert Schuman est d'avoir écouté Jean Monnet en disant non, la seule solution, c'est de faire quelque chose ensemble. C'est-à-dire, là, on coupe la relation ternaire en Russie, Allemagne, France, on crée une relation absolument privilégiée, intégrée institutionnellement, en partageant véritablement le destin, et à l'époque, sous l'auspice des États-Unis. Et c'est ça la base de l'entente franco-allemande, c'est qu'il faut, compte tenu des différences qui a été exprimé tout à l'heure, il faut que le lien institutionnel soit très fort. C'est pour ça qu'on a inventé tous ces trucs qui nous agacent un peu de temps en temps, la commission, la Cour de justice, parfois la Banque centrale. Enfin, on a inventé des choses qui nous permettent d'organiser notre destin ensemble. Et je terminerai par là. Ce qui m'a frappé, c'est que dans les deux grands partis allemands, la CDU et le SPD, on a eu des hommes
qui ont véritablement théorisé cette affaire-là. Je pense à Wolfgang Schäuble et Karl Lammers. Bon, c'était un vieil ami à moi, Karl Lammers, qui était le porte-parole de politique étrangère de la CDU, qui ont fait ce fameux papier dans les années 90, qui était le papier dit du noyau dur, qu'un Europa, mais qui reposait, c'était Lammers qui avait tenu la plume d'ailleurs, et il reposait sur quelque chose de très précis, qui était que la seule façon de lutter contre cette fatalité géopolitique rappelée par Kissinger, c'était que tout le monde, que l'Allemagne soit surveillée par tout le monde et que l'Allemagne surveille tout le monde. C'était une sorte de système de contrôle général qui impliquait effectivement une très grande intimité institutionnelle. Et le deuxième théoricien que je veux citer, qui est un homme politique de premier plan en Allemagne, qui est le chancelier Schmitt, pour lequel j'ai personnellement, comme le président Giscard d'Estaing, une dévotion particulière. Le chancelier Schmitt a fait dans son dernier discours important, son discours testamentaire. Regardez dans Wikipédia, Testament d'Helmut Schmitt, vous trouverez le discours à la mairie de Berlin, congrès SPD. Il a expliqué la même chose. Il a expliqué que le destin de l'Allemagne était inséparable du destin de l'Europe et que le destin de l'Europe était inséparable du destin de l'Allemagne. Alors ça, c'est ça que nous avons construit, et effectivement, ça a été mais un immense soulagement. L'idée que notre voisin n'était plus notre ennemi, que notre voisin était notre proche, notre intime. Bien sûr, il était très différent de nous, comme une femme est différente d'un homme, un homme différent d'une femme. Je ne sais pas d'ailleurs qui est l'homme et qui est la femme, je n'en veux pas en parler, mais ces différences ne fondaient pas une inimitié, une hostilité, ils fondaient quelque chose de tout à fait différent, tout à fait intime et proche. Et voilà le point où nous en sommes, et c'est pourquoi, et c'est la dernière phrase que je vais faire, c'est pourquoi je crois très important, et là je m'adresse à tous nos amis du mouvement européen qui se battent pour ça depuis des décennies, c'est pourquoi il est essentiel que cette Europe-là ait un support institutionnel extrêmement puissant. Les États sont souverains. On pourra le démontrer, dans l'Union européenne, les États sont souverains. Mais ces États souverains sont unis par un lien que je qualifierais de caractère fédéral, qui n'est pas un État fédéral. Parce que dans un État fédéral, les États membres ne sont pas souverains. Mais c'est une relation extrêmement intégrée, qui repose sur des institutions et qui nous permet non seulement de nous dévisager, mais aussi de nous envisager. Je vous remercie. Merci. Monsieur Schäfer, comment voyez-vous cette relation franco-allemande justement aujourd'hui? Vous avez resitué, tant le président Bourlanges que vous-même, un petit peu l'histoire du franco-allemand. Aujourd'hui, en 2024, si on doit parler de la relation franco-allemande, comment est-ce qu'on pourrait la décrire? Je crois qu'il convient de distinguer deux aspects très différents. Nous avons d'une part la grande politique. Et la grande politique se trouve dans les médias et qui nous concerne profondément parce que ce que se passe dans le monde sur le plan économique, politique et stratégique est dangereux pour ce projet formidable européen, surtout ce que se passe avec la Russie et son attaque sur l'Ukraine. Et si vous voulez bien, on peut en parler un petit peu plus tard. Je veux plutôt parler du deuxième volet, ce qui est le fondement même de la relation franco-allemande. Et là, je vois à un moment clé où nous sommes maintenant, où, comme je l'ai dit dans ma première intervention, où l'arc de vie de ceux qui ont connu ce que c'est l'antagonisme franco-allemand, avec l'occupation, avec le service du travail obligatoire et tout ça, lorsque l'arc de vie de ces gens-là vient à sa fin, la nécessité, en quelque sorte, de réinventer ce que c'est
le fondement de la relation franco-allemande. Je vois, pour être très honnête avec vous, un petit peu partout des problèmes de transmission, de transition générationnelle, de ce qui a été la réconciliation et l'amitié. Et je crois que ça, c'est peut-être l'autre défi le plus grand, avec cette grande réussite de la réconciliation, de inventer un nouveau récit pour nos relations bilatérales au profit d'Europe, qui soit suffisamment attractive pour attirer les jeunes et une nouvelle génération qui a des expériences de vie tout à fait différentes des nôtres. Président Bourlanges. Oui, je crois que c'est très complexe cette relation. Il me semble que que cette relation a été dominée par la crainte, la menace d'un ennemi commun. Et ce qui prouve que même si nous avons des différences importantes, nous avons grâce au ciel aussi des choses en commun, notamment la démocratie, l'état de droit, la liberté sous toutes ses formes, enfin des choses essentielles et qui ont été fondamentalement menacées par la guerre froide. C'est la guerre froide qui a permis notamment et la présence américaine, ça il faut le reconnaître, qui a permis de fédérer les efforts franco-allemands dans le cadre de l'Alliance Atlantique. C'est la guerre froide qui a conduit à la vraie réconciliation des peuples. La réconciliation des gouvernements, c'est Schuman-Adenauer en 50. Mais la réconciliation des peuples, c'est De Gaulle. C'est le voyage du général De Gaulle pendant l'été 62. Et c'est inséparable de l'attitude qui a été celle de la France au moment de la crise de Berlin, la seconde crise de Berlin, où les Russes avaient engagé une épreuve de force visant à remettre en cause le statut de Berlin, donc Berlin comme dans sa liberté, et les anglo-saxons, les Anglais et les Américains étaient un peu mous dans leur réaction, ils étaient prêts à engager des négociations avec les Russes, et De Gaulle, qui pourtant n'avait absolument aucun moyen militaire, hein, on avait fait exploser un bombe atomique quelque part, mais on n'avait absolument pas de force pour la porter. Et De Gaulle a eu une attitude extrêmement ferme. Et il y a la fameuse échange avec Monsieur Vinogradov, qui était l'ambassadeur de Russie à Paris, qui était un homme très très intelligent d'ailleurs, c'était l'époque des grands diplomates russes, et qui avait dit, mais le général avait dit, pas question, vous ne devez, on ne cédera pas, je ne céderai pas, il n'est pas question de céder. Et alors l'autre avait fait monter les enchères, avait dit, mais alors, Monsieur le Président, ce sera la guerre. Et De Gaulle, superbe, lui avait dit, eh bien, Monsieur l'ambassadeur, nous mourrons ensemble. Et ça avait été quand même, alors ça avait beaucoup impressionné Konrad Adenauer. Et je pense que ce qui s'est suivi, ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire le voyage de 62, qui a été un voyage à la fois de confiance des Allemands dans la France et de rédemption, parce qu'il y avait quand même le passé, et c'était le pardon de la France à l'Allemagne. Ça a été un voyage extraordinaire. De Gaulle avait écrit tous ses discours en français, les avait fait traduire en allemand par le Quai d'Orsay, les avait récupérés, les avait appris par cœur en allemand, et les a récités, et les a débités sans note. Ça, c'est quand même assez prodigieux. Et on a eu cette atmosphère très profonde. Et alors, ça a toujours été ça. La base de Schmitt et Giscard, c'était, je me rappelle, Schmitt l'avoir dit à Sciences Po quand il était venu, avoir dit, notre principe, c'est que les Russes ne devaient pas pouvoir mettre, Fabius aurait dit, l'épaisseur d'un papier de cigarette entre nous. Et ensuite, on a eu Kohl-Mitterrand, et ça a été extraordinaire. Et puis après, ça a été moins bien parce qu'on a gagné la guerre froide. Et passé le danger,
Ah, on s'est dit, l'Europe est moins nécessaire, les autres, ils sont agaçants, etc. Bon, alors on a continué sur la lancée parce qu'on avait prévu de faire la monnaie unique. On a fait la monnaie unique, et puis après, on s'est un peu épuisé. Et maintenant, nous redécouvrons sous des formes entièrement, pas entièrement, mais partiellement différentes, nous retrouvons un monde extérieur qui est un monde beaucoup plus difficile à décrypter que jadis, mais qui est un monde assez profondément hostile entre une Russie terriblement agressive, notamment en Ukraine, une Chine qui a flirté un moment avec Deng Xiaoping vers une certaine forme de libéralisation et qui est complètement reprise en main par un pouvoir très totalitaire, un monde arabe qui a lui aussi flirté au moment du printemps arabe avec nos idéaux, et ce qui a provoqué, M. Fillou, qui est le grand spécialiste du monde arabe de Sciences Po, dit la violence dictatoriale d'un certain nombre d'États comme la Syrie au Moyen-Orient, c'est la conséquence du printemps arabe et de la peur que le printemps arabe a inspiré aux dictatures et aux religions. Donc on a là aussi une violence extrême, et en même temps on a une Amérique qui est vacillante. Alors c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile de concevoir une stratégie multiforme, et surtout sans les États-Unis, qui étaient un peu l'honnête courtier entre nous. C'est beaucoup plus difficile de concevoir une stratégie, mais ça n'a jamais été aussi nécessaire. Et je crois que ce que nous vivons en ce moment, c'est une sorte de tâtonnement, comme si nous étions dans une partie de Colin Maillard, où nous essayons de nous comprendre, de nous toucher, de nous voir, de voir ce que Scholz, il a pas l'air d'être pour les Taurus, etc. Ce Macron, il nous casse les pieds avec ses troupes, etc. Chacun essaie de tester l'autre, mais ce qui est clair, c'est que c'est soit on refait quelque chose de très intime ensemble, soit on se casse la figure tous les deux. Eh oui, je crois que ça c'est tout à fait juste. Et peut-être permettez-moi de commenter une chose sur la querelle du 26 février à laquelle Monsieur le député a fait allusion. Je crois que là aussi, la source de nos conflits, c'est le fait que nous sommes différents. La synthèse que M. Bourlange vient de faire sur une période de 50 ans, ça c'est la synthèse française, qui est une vérité. Et je le partage, je le comprends. J'ai passé beaucoup de temps en France, donc, mais la vérité allemande, si vous voulez, est un petit peu une autre. Nous sommes des étudiants très studieux, et que nous avons appris après la guerre, sous tutelle des alliés, y compris des Français, qu'il vaut mieux abandonner le militarisme, n'est-ce pas? Parce que le militarisme allemand, prussien, ensuite nazi, a été une cause des catastrophes européennes. Eh bien, on a vraiment compris la leçon, et maintenant, d'une manière où même des ministres des Affaires polonais nous disent: moi, j'ai plus peur d'une Allemagne pacifiste d'une Allemagne militariste. Ça veut dire quelque chose pour les Polonais, n'est-ce pas? Et nous y sommes. Et moi, je suis profondément convaincu que le gouvernement allemand et le gouvernement français, le président de la République française, le chancelier allemand, partagent les objectifs de notre approche à l'égard de la Russie et dans la défense de l'Ukraine. Tout simplement, nos sociétés, nos opinions publiques sont très différentes. Et que chacun doit gérer sa propre opinion publique. Et nous, comme nous sommes différents, l'approche, comment dirais-je, communicative doit être différente. Des propos comme des propos du président de la République qu'il a prononcé le 26 serait impossible en Allemagne si on veut vraiment
avoir une majorité des Allemands derrière lui en vue de la situation actuelle. En France, c'est différent. C'est pas possible que ce soit très difficile. Tout à fait. Non, mais tout à fait. Tout à fait. C'est très difficile aussi pour le président de la République, sur la base de ses observations, Oui, peut-être. d'avoir une large majorité derrière lui. Mais je crois que quand même, peut-être vous le partagez, que la réaction en Allemagne pour un chancelier d'avoir des tels propos aurait été un orage. Et chez vous, c'est un vent quand même assez calme, je dirais, en fonction des discussions que vous engagez sur ce propos-là. Et je crois que c'est un très bel exemple du fait que nous sommes différents, nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes idées, les mêmes objectifs, mais il faut nous approcher pour nous convaincre en tant que peuple, en tant que société, de manière tout à fait différente. Monsieur Borlonge, je voulais... Non, je suis tout à fait, bien sûr, tout à fait d'accord. Le pacifisme allemand, c'est une chose qui s'explique, le pacifisme rationnel, selon l'expression habituelle, qui parfois est un peu irrationnel, mais c'est une chose qui s'explique absolument très naturellement. L'Allemagne a tourné le dos à son passé de la façon la plus radicale, et ça n'est pas le cas ni de la Pologne, ni du Royaume-Uni d'ailleurs, qui est à l'extérieur de l'Union européenne, mais qui est un proche allié, ni de la France. C'est certain. Donc on a une sensibilité très différente. Moi, je vais vous répondre. Je veux préciser quand même, puisque on a fait plus qu'une allusion aux propos du président de la République. Moi, je pense que je parlais tout à fait sincèrement. Je pense que le président avait pris une initiative formidable en réunissant la conférence, en réunissant les 27, et de manière à mobiliser les forces sur l'Ukraine. J'avais été très très mécontent de la réunion du Conseil européen du mois de décembre, dans lequel on avait simplement déclaré qu'on ouvrait des négociations alors qu'aucun concept n'avait été préparé, défini avec l'Ukraine et la Moldavie, qu'on ouvrait des négociations pour qu'ils aient une adhésion en 2030, alors même que la situation militaire était extrêmement précaire et que le problème numéro un, c'était qu'on envoie des munitions, qu'on envoie des armes. C'était essentiel qu'on fasse cela et on avait ça botté en touche. Et donc j'ai été très heureux de la conférence de monsieur de la réunion à Paris il y a 15 jours, 3 semaines, de la réunion à Paris autour de cette idée de mobiliser mobiliser l'ensemble des Européens. Je n'ai pas compris, je dois dire, pourquoi il avait présenté de cette façon-là l'envoi de troupes, alors que quand on écoute le texte de la déclaration du président, il ne dit pas autre chose. Ce que disent par exemple les Américains, c'est-à-dire l'envoi de troupes en Ukraine n'est pas à l'ordre du jour. Mais il le dit d'une façon tellement complexe, avec cette notion de dynamique, d'envoi assumé de troupes, que plus personne n'y comprend rien, et que donc très logiquement l'opinion publique saisit le message le plus élémentaire, l'envoi de troupes, et tient pour nul la négation. Mais effectivement, lorsqu'il s'est passé en France, la réaction a été très dure, très dure, peut-être pas indignée, mais vraiment il y a une réaction d'incompréhension assez forte pendant une semaine ou 10 jours. Et puis peu à peu est apparu à émerger, je crois, que le vrai message qui n'était pas clairement exprimé dans les phrases. Le vrai message, c'était celui du changement de monde, du changement d'air, pour reprendre l'expression du chancelier il y a 2 ans, c'est-à-dire que nous étions en train de vivre sur l'Ukraine un changement de climat après l'échec de l'offensive ukrainienne au printemps dernier, après la reconstitution de forces russes, le fait que l'économie russe s'en tire pas trop mal à court terme, pas à long terme, mais à court terme, le fait qu'ils ont contourné une partie de l'embargo avec l'appui de ce qu'on appelle de façon assez impropre le Sud profond, et donc ce que disait
le président français, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, ce que disait le secrétaire à la défense américain, démocrate, Lloyd Austin, qui disait si l'Ukraine tombe, si le front est percé, nous serons très fortement impliqués. C'était ça le message, et je pense que ce message de gravité a fini par être perçu, y compris d'ailleurs en Allemagne, où on a eu des déclarations comme celle de mon ancien homologue, le président de la Commission des Affaires étrangères, CDU de l'époque, M. Röttgen, etc. Il y a eu tout un ensemble de prises de position extrêmement fortes, ce qui ne veut pas dire, loin de là, je pense, j'étais à Berlin la semaine dernière, que les Allemands ne sont pas exactement dans la disposition d'esprit que vous dites, c'est-à-dire il y a une horreur fondamentale de la guerre en Allemagne, dont que nous comprenons la nature, dont nous voyons l'origine, dont nous comprenons la nature, dont nous devons que nous devons apprendre à accepter, à envisager. Ça c'est évident, mais derrière tout ça, il y a quand même aussi mon vieux camarade Friedrich Merz, on était ensemble au Parlement européen, a aussi tenu des propos le chef de la CDU a tenu des propos très vigoureux. J'ai vu Madame Franziska Brandner la semaine dernière, qui était aussi très remontée, etc. Donc je crois que il y a une conscience très nette de la nécessité de lutter d'aider l'Ukraine, de résister à la Russie, assortie d'une méfiance fondamentale pour la guerre que, je crois, nous avons traité, pour dire les choses clairement, avec un peu de désinvolture à Paris. Merci, Monsieur Bourlange. Je vous propose qu'on passe la parole à la salle, s'il y a des questions, peut-être aussi pour les gens qui nous regardent en visio, au travers d'une adresse email qui est conférence sans accent @fafapourleurope.fr. On aura une question par mail, mais je passe d'abord la parole à la salle. Et la lumière revient, après avoir perdu la lumière. Christian Franck. Merci. Alors, j'aurais une question au ministre plénipotentiaire. Je voudrais rebondir sur une remarque qu'il a faite dans la rupture intergénérationnelle. Nous sommes ici les enfants des jumelages, les enfants des traités de l'Élysée, Konrad Adenauer, De Gaulle, mais il me semble vraiment que c'est pas du tout le cas de nos enfants et que ça ne sera pas du tout le cas de nos petits-enfants. Et vraiment, je reconnais pas chez nos jeunes, je ne reconnais pas les réflexes d'amitié que nous avons eu avec les Allemands, de recherche d'amitié que nous avons eu avec les Allemands. Je trouve que pour eux, il y a une normalisation des relations avec l'Allemagne et que finalement, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, etc., ce sera pour eux du pareil au même. Or, comme vous l'avez dit, c'est quand même ça qui a soudé, qui est à l'origine de l'Union européenne. Et comme l'a dit Monsieur Bourlange, s'il n'y a plus ça, on peut perdre tous les deux, l'Allemagne et la France, et l'Europe en même temps. Oui, je partage pleinement ce que vous venez de dire. C'est un problème qui n'a pas de solution simple, parce que le contenu émotionnel de la relation franco-allemande après la guerre, avec tout ce qu'on se fait de mal, est impossible à répliquer. Comment? Et on ne peut pas imposer à nos enfants ou à nos grands-enfants, petits-enfants, la manière de voir les choses avec nos expériences de vie. Ça n'a pas de sens, ça fonctionne pas, je crois. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut inventer quelque chose de nouveau, et peut-être cette Zeitenwende, cet changement d'air dont nous parlons et à laquelle M. Bourlange a fait allusion si éloquemment, est une possibilité d'un nouveau récit que, une fois de plus, c'est l'amitié franco-allemande, la relation franco-allemande, le partenariat franco-allemand qui doit faire un sursaut pour sauver l'Europe à nouveau de cette nouvelle menace géopolitique qui vient
et vous l'avez dit, pas seulement de la Russie, mais d'un monde plutôt hostile à notre style de vie. Et nous avons beaucoup, vraiment beaucoup, à défendre, parce que ce que nous avons créé avec nos amis européens en 4 générations, c'est l'espace le plus grand et le plus long de paix, de liberté, de prospérité et de diversité. Et nous l'avons fait avec un effort commun basé sur des valeurs communes. C'est pas rien. Au contraire, c'est un exploit sur le plan de l'histoire humaine que je trouve incroyable. C'est peut-être un autre miracle, si vous voulez bien. Et je crois que notre travail peut être avec nos expériences à nous de la relation franco-allemande et d'expliquer à nos enfants, à une nouvelle génération, vraiment les valeurs de ce que ça signifie après les horreurs des confrontements d'autrefois. Et que ça vaut la peine et c'est nécessaire de défendre ce que nous avons battu ensemble. Oui, je crois que c'est une question assez centrale. Et je crois que, comme nous le disons, il ne faut pas se dissimuler non seulement les différences entre les Français et les Allemands, mais l'ampleur des différences entre les générations. Je pense que nous sommes confrontés à une jeunesse qui résonne en des termes profondément différents d'une autre, notamment, je crois, sous l'effet de mutations technologiques absolument considérables et qui fait que des jeunes de 20 ans aujourd'hui ne vivent pas tout à fait même dans le même univers que moi. Moi, je me débrouille laborieusement avec mon ordinateur, avec Internet, je vais pas très loin, je consulte, je fais de traitement de texte, j'arrive à mobiliser les connaissances, je fais pas grand-chose. Je découvre en ce moment l'intelligence artificielle, mais c'est laborieux, hein. Ouh là là. Donc on a des gens qui sont très différents, très habiles, très engagés dans l'avenir, mais qui ont, et ça c'est un rapport à l'histoire et à la géographie qui est complètement différent du nôtre. Le rapport à l'histoire n'existe plus. Or, cette relation spécifique franco-allemande, elle est portée par l'histoire, par nos échecs historiques antérieurs, qui font paraître le miracle franco-allemand, les 2 miracles qui ont été évoqués tout à l'heure. Cette histoire n'existe pas. Hannah Arendt a décrit très très bien, il y a déjà pas mal d'années, mais ça reste très actuel, et ça devient de plus en plus actuel, a décrit très très bien le monde dans lequel nous vivons comme une faille entre le passé et l'avenir, un présent qui n'anticipe pas vraiment l'avenir et qui n'hérite pas vraiment du passé. Elle explique d'ailleurs que pour construire l'avenir, il faut être porté par le passé. Et cette espèce, donc nous vivons dans une brèche. Les jeunes vivent dans une brèche et donc ils n'ont pas les références négatives. Les 75 ans, moi je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, cher ami. Les 75 ans que nous venons de vivre sont exceptionnels dans l'histoire de l'Europe. Jamais nous n'avons eu autant de paix, jamais nous n'avons eu autant de liberté, jamais nous n'avons eu autant de prospérité, jamais nous n'avons eu autant de solidarité. C'est pas rien, la paix, la liberté, la prospérité et la solidarité, mais ça ne compte pour rien. Moi, je dis face à des listes qui veulent détricoter l'Europe, je dis, écoutez, est-ce que vous voulez passer ça par perte des profits? Et je m'adresse à des générations qui le comprennent, mais les jeunes, ça ne tilte pas vraiment, ça n'est pas une référence. Et géographiquement aussi, l'idée qu'on ait réussi quelque chose en Europe d'exceptionnel par rapport à tout ce qui se fait ailleurs, des États-Unis à la Chine, de la Russie à l'Afrique, etc., nous avons quand même la civilisation la plus humaine de toutes les civilisations mondiales. Là encore, ça n'est pas perçu, on est dans un monde, c'est donné.
c'est donné, c'est un don, c'est normal, c'est le droit commun. Le droit commun, c'est de vivre dans le monde où nous vivons. C'est pas du tout le droit commun. C'est une conquête. Et là, nous avons un. Mais là où je suis un tout petit peu moins pessimiste, c'est que d'abord, ça ne concerne pas le franco-allemand uniquement. Et d'ailleurs vous l'avez très bien dit dans votre question, c'est pas que les jeunes Français soient hostiles aux jeunes Allemands, ils ne mesurent pas le caractère exceptionnel de l'amitié franco-allemande, mais ils sont de bonne composition, comme ils sont de bonne composition avec tout le monde. Ils ne sont pas spécialement vindicatifs, agressifs vis-à-vis de personne. Donc c'est quand même une matière première qu'on pourrait utiliser, indiscutablement, et il reste que le franco-allemand, objectivement, correspond à une nécessité territoriale. Nous sommes au centre de l'Europe, nous un peu plus à l'ouest, les Allemands un peu plus au centre, mais nous un peu plus que les Allemands entre le nord et le sud, deux grands pays qui se connaissent avec cet axe du Rhin au milieu, et une puissance économique évidemment supérieure en Allemagne à celle de la France, un rayonnement militaire, et c'est ce qui reste assez impressionnant en France, avec la force de dissuasion, avec un certain nombre de choses. Donc nous avons, avec nos différences, avec notre poids spécifique, nous jouons un rôle important. Alors je sais pas si on aborde à un moment le troisième sujet, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas, on continue. On va prendre une deuxième question. Ce que je veux dire, c'est que il faut pas se dissimuler que jamais la France et l'Allemagne n'ont fait l'Europe à elles seules. Jamais. Jamais depuis le début, nous n'avons été dans un tête-à-tête exclusif en disant aux autres en rang par deux derrière nous. Jamais. Notamment, il faut pas du tout dissimuler le rôle essentiel à la fois d'un pays petit en taille comme la Belgique et d'un pays historiquement impressionnant comme l'Italie. Alors là, on peut faire l'histoire, mais l'échec franco-allemand, c'est l'échec de la CED en 1954. La relance, c'est pas pour rien que ça se fait à Rome, c'est la relance italo-belge, SPAC et de Martineau, la conférence de Messine, le traité de Rome. Le marché intérieur, c'est une relance anglo-saxonne, irlandaise et française. C'est le libéralisme de Thatcher qu'on accepte en le tempérant d'un peu de réglementarisme à la française, et qui est porté par ces deux personnages assez sulfureux, mais assez géniaux, qui étaient Craxi et Andreotti au Conseil européen de Milan. Donc, et là, les Français et les Allemands, ils suivent sur ce. Donc, il ne faut pas croire que nous avons été les seuls, mais rien ne pouvait se faire sans nous. Et bien, cette réalité objective, elle demeure. Et dès lors que la conscience naîtra, s'imposera, que si nous ne fédérons pas nos forces d'une manière ou d'une autre, nous sommes perdus et notre prospérité, notre liberté, notre sécurité diminueront. Dès lors que quand nous aurons compris ça, et je pense que ça sera compris, là, les Français et les Allemands resteront quand même des éléments essentiels, à condition de s'entendre, évidemment, et à condition de ne pas exclure les autres. Nous en reparlerons juste après une deuxième question, et après on reviendra sur ce sujet-là. Oui, j'ai une question sur justement, il faut garder cette chance, ce miracle qu'est l'Union européenne, qui fait la paix depuis 80 ans pratiquement. Mais aujourd'hui, vous avez les États-Unis avec Trump qui veut supprimer l'OTAN et s'entendre avec les Russes. Vous avez Poutine qui veut supprimer l'Union européenne et s'emparer d'une partie des pays de l'Est. Et donc, comment construire cette Europe de la défense? Aujourd'hui, on a des armées qui sont pas très coordonnées pour créer une Europe de la défense indépendante. Et puis, on a un système militaire, de production militaire qui est très en retard. Quand on voit que 22% des armes livrées à l'Ukraine ne sont produites en Europe. Le reste, c'est acheté aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc, il y a une Europe de la défense à construire et très rapidement, vu le danger.
Si vous me permettez, on va l'aborder dans le deuxième point. C'est justement le point d'après. Il y a encore une question, dans la premier salle. Point, et on pourra aborder votre... Une question dans la salle et une question par mail qui va introduire le deuxième point. Le monsieur qui voulait parler. Ah, pardon. Je vous ai perdu. Oui, c'est monsieur là. Oui, merci de vos introductions, enfin de vos exposés historiques qui sont extrêmement intéressants. Mais je pense que vous avez souligné un problème très difficile, c'est finalement les jeunes générations et l'avenir. Alors moi, je voudrais qu'on parle plus de l'avenir que du passé. Enfin, j'ai beaucoup apprécié les rappels historiques, mais maintenant, nous sommes ici, je pense, pour parler de l'avenir. Et comment convaincre les jeunes générations, parce que ce que vous avez dit est tout à fait exact par rapport à ça, ils raisonnent pas de la même manière que nous, et les rappels historiques ne les émeuvront pas. Bon, alors je pense que vous avez cité plusieurs fois le mot récit, et je pense que c'est bien ça qui manque, c'est un récit qui soit différent de ce que vous venez de faire avec tout à fait justesse et exactitude sur l'aspect historique et présent et les valeurs, etc. Mais je pense qu'il manque un récit qui s'adresse aux jeunes, et donc il faudrait peut-être plus faire intervenir des jeunes pour élaborer ce récit. Voilà. Très bien. Françoise, peut-être Une question par mail qui va faire en fait le passage au sujet suivant. J'ai perdu ma connexion. Une question d'Allemagne. Les comportements différents entre la France et l'Allemagne, entre la souveraineté à laquelle la France appelle et l'importance des alliances qui est plutôt du registre de l'Allemagne, comment tout cela peut arriver à développer une identité européenne. Monsieur Bourlange, allez, je vous passe la parole. Puis ensuite, D'abord un mot sur le récit. Il n'y a pas de récit hors dehors du temps. Donc le problème, c'est de lier le récit du passé à l'avenir. Je crois que la phrase fondamentale, c'est celle de Tocqueville. Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'homme s'avance dans les ténèbres. Et c'est ça et c'est pour ça que je crois que quand on repart, on évoque le passé, en fait, on prépare l'avenir. Dans le livre que j'ai cité de Hannah Arendt, elle décrit dans son introduction elle cite une parabole de Kafka, qui est un homme qui est rejeté violemment en arrière et par une force, et il est poussé violemment en avant par une autre force. Et la force qui le pousse en avant, c'est le passé. Et la force qui le rejette en arrière, c'est l'avenir. Ça, c'est du Kafka. Hein. Mais je pense qu'il y a quand même une justesse, et il faut... nous retrouverons... Mais je pense que nous y arriverons. Je pense que cette jeunesse n'est pas formée à l'histoire. Elle est bizarre, mais elle est consciente. Elle va être consciente parce que l'histoire va se rappeler à elle, parce que la géographie va se rappeler à elle de ce qu'elle doit faire pour maintenir des valeurs auxquelles elle est, je crois, attachée en dépit, effectivement, d'un individualisme assez grand et d'une obsession du présent. Alors l'autre question, donc je voulais dire ça, je pense pas qu'il faille opposer les deux dimensions. L'autre question, c'était donc sur l'Europe de la défense, puis on va l'introduire. Alors l'Europe de la défense, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. D'abord parce que l'Europe s'est construite pour faire la paix. C'est extrêmement difficile de développer une entreprise qui consiste à se préparer à la guerre à partir du moment où on avait choisi la paix. Le partage des années 50, c'est la violence appartient aux États, comme la France par exemple, ou à la communauté atlantique, donc aux États-Unis. Et l'Europe, c'est le domaine de la réconciliation symbolique entre les peuples qui se sont fait la guerre, c'est le domaine des échanges économiques et c'est le domaine du dynamisme économique. C'est un peu l'Europe des bisounours plus l'Europe économique. Donc, il y a un grand absent là-dedans. Et moi, je suis de ceux, bien que j'ai été toujours très européen, je n'ai jamais cru à la CED. Hein.
Je n'ai pas cru, j'avais 8 ans quand la CED a disparu, mais rétrospectivement, je crois que Jean Monnet avait raison de dire que c'était pas une très bonne idée, parce que on peut pas faire une armée européenne comme ça. En revanche, on peut faire on peut vraiment faire de grandes choses sur le plan militaire, et je trouve que ce qui se passe en ce moment est assez intéressant. Parce qu'il est évident qu'on va pas faire l'Europe de la défense, l'Europe géopolitique, sur la même base que l'Europe communautaire. On va pas envoyer des troupes se faire tuer à la majorité qualifiée. Hein, c'est clair, si vous n'êtes pas engagé pleinement. Donc, on est bien dans des domaines où les États sont souverains et le resteront. Moi, je crois que l'Europe, c'est je l'ai dit tout à l'heure, c'est une union d'États souverains. Bon, et là, mais en même temps, on voit bien ce qui s'est passé. D'abord, on découvre, il se passe un peu la même chose que l'Europe de la défense. Ça sera une combinaison de l'Europe telle que nous l'avons faite depuis le traité de Rome, au moins, et l'Europe de la lutte contre le Covid. Le Covid est un exemple très intéressant, parce qu'on était confronté à une agression particulière. On a été un peu secoué parce que personne n'avait vu venir cette affaire avec cette violence, et on a organisé une concertation. La Commission a apporté des capacités de coordination, de mise en commun. Et là, c'est exactement ce qui se passe. On est en train de découvrir qu'il faut se concerter pour aider l'Ukraine, de manière à apporter à ce pays ce qu'il lui faut, avec les moyens qui lui importent. On découvre également à la Commission qu'on prépare une relève industrielle, une organisation, etc. Il faudra évidemment une grande inconnue, c'est ce que seront les États-Unis si Trump était réélu. Moi, je crois qu'ils ne sortiront pas de l'OTAN, mais on aura besoin à l'intérieur de l'OTAN d'une organisation plus autonome. Mais en tout cas, on est en train d'inventer quelque chose qui est d'une nature assez différente de ce que nous avons connu, mais qui devrait nous permettre de faire face. Sur les achats, je me réjouis que le président de la République, qui était réticent sur cette affaire, ait accepté de suivre nos amis tchèques quand ils ont dit que puisque nous n'étions pas aujourd'hui capables de produire en quantité suffisante les armes et les munitions dont les Ukrainiens avaient besoin, il ne fallait pas hésiter à les acheter, comme on dit, sur étagère. Parce que je crois qu'il y a urgence du côté ukrainien. Mais je pense qu'il faut un peu dédramatiser un des aspects du conflit, de la tension franco-allemande, qui est les Français disent il faut produire des armes en Europe, il faut que nos armées soient équipées d'armes européennes, et les Allemands disent écoutez, on a pour l'instant des relations privilégiées avec les États-Unis qui nous fournissent quantité d'armement. En réalité, il faut quand même bien voir que quand les États-Unis consacrent 5% de leur PIB à la défense, et nous même pas 2%, ils sont fondés, c'est la seule chose que Trump ait raison de nous dire, bien qu'ils le disent de façon très désagréable, vous pouvez quand même vous remuer un peu les fesses pour organiser votre défense vous-même, parce que il n'y a aucune raison, vu votre niveau d'opulence, de richesse, de développement technologique, que vous ne fassiez pas effort. Alors, effectivement, la seule chose que nous offrions aux Américains, c'est des commandes. Et je pense que c'est assez normal qu'ils aient un retour sur l'investissement de sécurité qu'ils font chez nous. Donc je crois que, comme toujours, il faut organiser, je suis un vrai centriste moi, il faut organiser un bon compromis. Il faut à la fois que dans les armées européennes de demain, nous ayons de plus en plus d'armes européennes et tout ce qui est organisé à partir de la Commission pour nourrir une industrie d'armement dans tous les domaines. Et là, on a de grandes difficultés psychologiques entre Français et Allemands, et il faut les résoudre. Mais il ne faut pas non plus dire on va tarir complètement les commandes américaines. Sinon, il y a quand même quelque chose qui doit être équilibré. Mais je pense qu'on peut le faire. Moi, il me semble que au cours des derniers mois, a commencé de se mettre en place quelque chose qui n'est pas
exactement l'Europe communautaire d'hier, qui n'est pas non plus l'Europe intergouvernementale impuissante dont rêvent certains, et qui est une Europe de la convergence organisée entre les États avec les institutions européennes. Et ça, il me semble que c'est un modèle, je l'ai dit à Monsieur Barrot dans le débat sur l'Ukraine, enfin, je l'ai dit au Premier ministre, mais je l'ai dit aussi à Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires européennes, j'ai dit, derrière tout ce qui a été fait autour de ce débat sur l'Ukraine, de cette conférence de Paris, etc., il faut développer un modèle institutionnel politique nouveau pour fabriquer une défense européenne, une Europe qui se défende et qui ne sera pas, certainement pas, une armée européenne au sens le plus classique du terme. Alors, un mot encore, et j'ai fini. Le problème des Français dans cette affaire, il faut bien le voir, c'est que nous avons un système militaire qui est très dérogatoire par rapport à ceux de nos voisins, notamment les Allemands et les Polonais, et un système qui n'est pas adapté à la défense classique du continent. Nous avons une défense qui est organisée autour de deux principes, une force de dissuasion nucléaire, qui, on pourra reparler, mais qui accapare une grande partie de nos dépenses militaires, et des forces de projection très sophistiquées, assez peu nombreuses, articulées assez largement autour de la marine, d'où le choix qui peut être contesté du porte-avions dans la future loi de programmation militaire, et au milieu, ce qui est vraiment nécessaire pour défendre la bonne Europe, les chars, l'artillerie, ce qui permet à une nation comme la France d'être vraiment une nation cadre, là on est très court. On est très court. Et moi je crois que si on voulait faire, comme on a décidé de faire le porte-avions, il fallait mettre encore plus d'argent dans la défense, car là l'armée de terre est fondée à dire que elle est pas suffisamment équipée, suffisamment nombreuse pour assumer les responsabilités que le président de la République entend lui confier et qui effectivement nous permettraient d'être plus actifs dans le soutien à l'Ukraine. Monsieur Schaffer. C'est pas simple de rajouter quelque chose à des propos tellement lucides et sages de Monsieur Bourlange. Mais je m'y mettrai quand même, mais de manière très vite. Sur le récit pour la jeunesse, je crois que ce sera faux, même stupide, de reprocher à la jeunesse sa raison, sa manière d'être. Je parle peut-être plus en allemand qu'en européen quand je dis que cette génération-là, des jeunes, ils sont nés après la chute du mur de Berlin. Ils ont pu vivre le moment le plus heureux de l'histoire allemande de 2000 ans. Et que la paix, pour eux, ça va de soi. Eh bien, c'est normal, parce qu'ils connaissent pas la guerre, heureusement, n'est-ce pas? Ça a été l'objectif de nous ensemble, après la guerre, de faire en sorte que nos enfants et nos petits-enfants n'auront pas l'expérience de la guerre. On a bien réussi, n'est-ce pas? Alors, il est fort possible, en tout cas, il n'est pas exclu, et le président de la République française l'a dit à plusieurs reprises, que la tragédie de la guerre, la tragédie de l'histoire est retournée à l'Europe. Et les Ukrainiens le ressentent comme ça. Et tout ce que nous faisons maintenant, c'est d'éviter que cette tragédie de guerre, en quelque sorte, nous vienne à nos portes en Allemagne, en France ou partout dans l'Union européenne. C'est pour ça qu'on met beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie politique, beaucoup d'idées dans la manière à se défendre contre cette nouvelle arrivée de tragédie. Ici, si ça nous arrive, eh bien, les jeunes vont avoir à assumer ce que ça veut dire pour leur vie, et autant que ce n'est pas le cas, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Bourlange. Eh bien, il faut essayer de leur expliquer que l'histoire est importante et il n'y a pas d'histoire et pas d'avenir sans s'occuper des leçons de l'histoire. Sur l'Europe de défense, j'ai tout simplement deux idées que je vais ajouter à ce que vient de dire
par M. Bourlanges. La première, vous avez dit le projet européen est un projet de paix. Et maintenant, on est dans une sorte de transition vers un projet de défense avec des outils de guerre. Oui, mais aussi, je crois que la transition que nous vivons maintenant, c'est d'un projet de paix interne, parce qu'on a créé l'Europe quand même pour éviter les problèmes entre nous, pas avec le monde extérieur. Ça aussi, avec la guerre froide, vous avez dit ça aussi. Et maintenant, nous avons réussi en domestiquant nos tendances à nous faire la guerre à nous-mêmes. Donc maintenant, la transition de ce qui est l'Europe, c'est pour nous défendre tous ensemble contre des menaces extérieures. Et c'est un processus quand même assez compliqué comme M. Bourlanges l'a dit. Deuxième remarque sur l'Europe de défense. Eh bien, la France, la Pologne, l'Allemagne, peut-être aussi l'Italie, c'est ça, je crois, sont des pays grands qui ont des aspirations d'avoir un arsenal quand même complet des outils militaires. Oui, nous avons eu notre dividende de paix, et peut-être en Allemagne plus qu'en France, mais quand même, cette fierté, cette volonté d'être en quelque sorte pas autarquique, pas avoir de l'autarcie, mais quand même d'avoir une industrie de défense complète sur le plan national, ça existe. Je vous donne un exemple récent qui va résonner chez vous, je crois, avec le projet commun franco-allemand, espagnol sur les FCAS, donc c'est sur le fighter jet, comment ça se dit en français, sur l'avion de combat, justement. Là, je crois que peu de monde en Allemagne le comprend. La volonté de la France d'être prêt à partager ce projet avec d'autres pays, c'est un pas inouï, parce que nous avons fait allusion quand même à la force de frappe, à la volonté du général de Gaulle d'être indépendant et d'être en mesure de défendre la France de manière indépendante des autres puissances. Eh bien, cet avion de combat, un jour, va être une partie de l'incarnation de la souveraineté française. Pourquoi? Parce que ça va remplacer le Rafale en tant que moyen de porteur pour la force de frappe française en cas de guerre nucléaire. Donc la France, pour des raisons diverses, y compris financières, a été prête à partager cette partie importante de leur souveraineté avec nous. Mais c'est compliqué, parce que le combat entre nous réside dans le fait qui va faire quoi dans ce projet. Et chacun veut avoir la partie qu'il considère la plus importante sur le plan militaire, technologique, etc. Et c'est un exemple entre plusieurs où ce combat, qui n'est pas un combat de guerre et paix, mais un combat de, comment dirais-je, de maîtrise technologique ou militaire, se joue entre nous. Donc, c'est à nous de comprendre et de commencer à apprendre qu'il faut partager parce qu'on n'a pas de choix. Il faut plus avoir de la méfiance entre nous. C'est un destin commun européen. Donc, il faut avoir la confiance dans l'autre pour partager l'Europe ou l'industrie de défense aussi. Alors, pour l'identité européenne, n'est-ce pas, c'est un petit peu drôle ce que vous venez de lire comme question. C'est vrai. Mais pourquoi et comment ça se fait que l'Allemagne a plus de rattachement émotionnel ou stratégique aux États-Unis que la France? Nous sommes plus à l'Est. Vous connaissez, avec le micro, vous connaissez ce que m'avait dit un diplomate, la définition des Américains. Ce sont des Allemands qui parlent anglais. Et qui aurait imaginé que pour
la grande majorité des Allemands, les Américains deviennent des amis, des partenaires stratégiques. Ça aurait semblé à un Allemand en 45 quelque chose de ridicule à imaginer. Et quand même, ça a été fait. Je crois que la raison principale a été que l'aide américaine qui a été dispersée sur l'Europe occidentale, en essence pour éviter que nous tombions dans l'hémisphère soviétique quand même, a été gaspillée en France parce que la France l'a gaspillée sur sa guerre anticoloniale en Indochine, tandis que l'argent que nous ont donné les Américains, d'ailleurs la moitié de ce que la France a reçu, a été bien investi dans le début de l'industrialisation à nouveau de l'Allemagne. Et que pour nous, les Allemands comprennent et acceptent et respectent que les Américains ont été prêts à donner de leur argent comme cadeau pour que nous puissions sortir des cendres de la guerre pour nous répartir en tant que nation industrialisée, en tant que nation digne parmi la communauté des nations. Et maintenant, je crois que la différence entre les perceptions françaises des États-Unis et des idées allemandes sur le rôle des États-Unis vont se développer. Je crois que les Allemands ont eu du mal à vraiment comprendre, dans le sens propre du terme, le discours de M. Macron, du président de la République à la Sorbonne, il y a 7 ans maintenant, 6 ans et demi. Mais avec la Zeitenwende, avec l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, ils ont compris tout d'un coup. En allemand, on dit die normative Kraft des Faktischen. Donc, c'est la puissance normative du factuel. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est plus puissant que quelque chose qui est dit. Et je crois que là, on est sur un chemin commun. Et si on arrive, et j'y crois, de se bâtir un avenir commun avec et contre cette menace russe, eh bien, c'est une autre partie importante de notre bâtiment européen à créer, qui va forger encore plus une identité européenne qui marche. Un tout petit point d'histoire sur l'aide Marshall. On a peut-être reçu plus, mais si on l'a utilisé en Indochine, c'est parce que c'était la partie du contrat avec les Américains. Les Américains étaient en Corée, et nous étions en Indochine. Ce qui n'était pas dans le contrat, c'était Dien Bien Phu. Ce que je vous propose, c'est pour essayer de respecter un tout petit peu l'horaire, de passer la parole à la salle, et on aura une dernière partie autour des enjeux des élections européennes. Vaste sujet actuel. Y a-t-il des gens qui ont des questions? J'ai vu passer des questions aussi sur le... Oui, une question. Merci. J'ai une question, d'abord plutôt une observation sur une analyse stratégique des avantages et des inconvénients et des avantages compétitifs des deux nations en matière militaire. Si je comprends et si je le lis et suis l'actualité, est-ce que j'entends M. Bourlange parler de nos avantages compétitifs? Notre politique de défense, stratégie de défense est faite autour de la dissuasion nucléaire. Et aujourd'hui, nous sommes face à la Russie dans une guerre d'attrition. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas utiliser cet avantage compétitif, ce qui veut donc dire que les ressources à mettre en œuvre pour essayer de contrer Poutine sont nécessairement conventionnelles. Ce qui m'étonne et ce qui m'interroge, c'est le fait que dans le couple franco-allemand, celui qui a les éléments, les PIB, enfin les pourcentages de PIB consacrés à la défense sont les mêmes à peu près. C'est que l'Allemagne, par son industrie, d'une part, sa capacité à réagir à ce qui est aujourd'hui une guerre d'attrition, ne bouge pas. Et la France s'agite avec ses petits bras en disant, moi, de toute façon, j'ai l'arme nucléaire, je fais comme Poutine, et je vais essayer d'avancer avec quelques conseillers sur le terrain, ou etc. Bon. C'est là que je vois le paradoxe. C'est-à-dire que il y a la chance d'avoir ce couple franco-allemand qui a à la fois une capacité conventionnelle potentielle et une capacité nucléaire. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui ce levier allemand
ne fonctionne pas. Oui, je peux répondre. Allez-y. Vous avez raison que nos budgets militaires sont proportionnellement à peu près les mêmes, ce qui veut dire que le budget militaire de l'Allemagne est supérieur à celui de la France dans cette année. Eh bien, Monsieur Bourlange y a fait allusion. Il y a 3 piliers stratégiques dans la stratégie militaire française, et je ne parle même pas de la force de frappe, parce que qui peut être utilisé à ces 3 piliers. C'est la défense dans le cadre de l'Alliance Atlantique, de la défense territoriale de l'Europe et du territoire de la France métropolitaine. C'est le corps expéditionnaire pour agir en Afrique ou ailleurs si nécessaire. Et c'est troisièmement, et ça c'est une grande différence avec l'Allemagne, quand même, la défense du territoire national un petit peu éparpillé partout dans le monde. N'est-ce pas? Moi, quand j'étais à l'ENA, j'ai fait mon stage en Polynésie française. Et en Polynésie française, à Papeete, il y a toute une marine, des bateaux de la marine française pour protéger la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Donc, pour la défense conventionnelle de l'Europe, de nos territoires à nous, dans le cadre de l'Alliance Atlantique, eh bien, l'Allemagne a, je sais pas, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de ressources, n'est-ce pas? Et que c'est vrai que c'est assez difficile pour nous de se mettre en marche, parce que c'était un aspect psychologique. La Zeitenwende était un choc pour les Allemands. Et ça continue d'être un choc pour nous, parce que ça nous a perturbés avec notre rêve naïf de la paix, n'est-ce pas? Donc oui, le temps est pressé. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut laisser le temps au temps. Qui a dit ça? Oui, vous voyez. Et que je crois qu'on s'est mis en marche maintenant. Il y avait des décisions stratégiques qui ont été prises par le gouvernement allemand. Je vous donne seulement un exemple. Nous allons envoyer dans les 3 ans qui viennent 5000 soldats allemands de manière permanente à la Lituanie en tant que défense territoriale conventionnelle contre une potentielle attaque russe. Et je crois aussi que les décisions qui ont été prises récemment vont accélérer de manière impressionnante la production d'obus, de munitions et des armes pour l'Ukraine. Il est vrai que nous avons un delta de peut-être jusqu'à l'automne de cette année avec un manque de livraison d'armes. Mais quand même, on a raison d'être quand même confident. Nous sommes 10 fois moins riches que la Russie en tant qu'Union européenne. Je compte même pas les Américains. Nous avons les capacités technologiques, financières et militaires de faire ce qui est nécessaire. Je comprends votre impatience, mais ça va marcher. Ça marche tant que nous avons l'accord sur les objectifs de la guerre qui a été forgé récemment le vendredi dernier, entre autres, dans le triangle de Weimar avec le déplacement du président de la République à Berlin vendredi dernier. Donc, je partage votre impatience, mais je suis quand même un petit peu plus comment dire, lignant avec ce qu'il faut faire, parce que nous, les Allemands, pour nous, le virage est quand même assez compliqué. Monsieur Bourlange. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et là, il faut se rappeler ce que dit Tocqueville sur les démocraties qui ont beaucoup de mal à se mettre en mouvement, vous avez dit en marche effectivement pour la guerre, mais qui quand elles le sont difficiles à arrêter. Regardez les États-Unis, qui Roosevelt avait été élu en 1940, réélu pour la 3e fois, sur la promesse de ne pas rentrer en guerre. Et il est entré, et on peut pas dire qu'il l'ait regretté, même si les conditions dans lesquelles il est entré en guerre étaient effroyables pour les États-Unis. Ce que je crois sur les enjeux de l'élection européenne, je crois que ce sont des enjeux très importants.
il me semble que entre toutes les formes de populisme qui sont très puissantes en Europe, et je ne mets pas forcément Madame Fratelli d'Italia et Madame Meloni dans ce camp-là, car je crois que c'est beaucoup plus compliqué. Je mets en revanche Madame Le Pen, assurément, et Monsieur Gerd Wilders et quelques autres, évidemment l'AfD en Allemagne. Je pense que nous jouons quand même effectivement les fondements, les fondamentaux qui ont porté cette aventure européenne, les 4 fondamentaux, c'est-à-dire le libéralisme politique et la démocratie, qui est quand même quelque chose qui est de plus en plus mis en cause un peu partout, même aux États-Unis. On est quand même très étonné du discours de Monsieur Trump sur l'avenir de la Fédération américaine. Là, c'est quelque chose qui est quelque chose d'essentiel. Deuxièmement, une économie sociale de marché ouverte. Nous savons bien que la crise, le Covid, la violence entre les nations fait que la mondialisation n'est pas aussi parfaite, aussi automatique, aussi transparente qu'elle était, mais malgré tout, nos économies sont des économies ouvertes, et c'est sur cette ouverture qu'on a bâti la prospérité. Troisièmement, un mode de fonctionnement, d'organisation de nos volontés communes intégrées, avec un système dont les Français ne comprennent pas la beauté, parce qu'on ne leur explique pas. Mais le système européen tel qu'il a été façonné à partir notamment de Maastricht, qui a profondément renouvelé l'approche politique, c'est un système remarquable, avec une union des États au sein du Conseil européen et du Conseil des ministres, une représentation des citoyens au sein du Parlement européen, une Cour de justice intégrée pour dire le droit qui nous est commun, une banque centrale pour gérer, et avec succès, une monnaie commune. Tout ça, c'est quelque chose de très précieux. Et là, quand on voit les projets des uns et des autres, c'est ce qui nous est proposé, notamment par Madame Le Pen, c'est un Frexit en pièces détachées. On ne sort pas de l'Union, mais on démolit un par un la majorité qualifiée, le budget, le rôle de la Commission, etc., etc. Donc là, on joue aussi cela. Et enfin, l'équation géopolitique, c'est-à-dire est-ce que oui ou non, nous sommes rassemblés et unis derrière l'Ukraine, ou est-ce que nous donnons le pouvoir à des gens qui, de près ou de loin, sont solidaires de Poutine et en tout cas tout à fait désireux de ne rien faire de concret pour la victime de Poutine, qui est l'Ukraine. Ça fait quatre enjeux essentiels. Alors ça va pas se jouer sur les élections européennes, mais en France, je ne dis pas que, mais en France, nous sommes engagés dans un projet, dans un programme que je qualifierais de triennal. Nous avons 3 ans encore devant nous, qui se terminera par les élections présidentielles et législatives, et dont le premier pas, la première étape, ce seront les élections européennes, et elles se présentent de façon assez difficile. Il est possible que les forces que j'ai attachées à ces principes perdent. Ça provoquera sans doute d'ailleurs un sursaut, une réaction, mais nous sommes là engagés dans quelque chose de très important. C'est pourquoi je parlais sur l'Ukraine la semaine dernière à l'Assemblée nationale, et j'ai dit qu'il fallait être vraiment conscient que nous étions en train de vivre un de ces moments décisifs de l'histoire européenne. Il y en a eu 3. Il y a eu 47, 48, enfin l'entrée en guerre froide voulue par Staline, avec le coup de Prague, avec la rupture, les grèves insurrectionnelles en France. On a donc la crise de Berlin, la première crise de Berlin. On est donc rentré là dans une première confrontation terrible. On s'en est sorti en grande partie grâce au président Harry Truman, grand président,
petit homme, grand président. Deuxièmement, le deuxième grand moment, alors il y a eu des épisodes, ça a été effectivement la chute du mur, la dislocation du rideau de fer et l'effondrement de l'Empire soviétique. On a eu l'illusion d'avoir gagné, alors que, comme le dit mon ami Jean-Marie Guéhenno, en réalité, c'était les autres qui avaient perdu et pas nous qui avions gagné, ce qui n'était pas tout à fait la même chose. Et nous vivons le troisième moment, avec ces quatre grandes choses que j'ai dites tout à l'heure: le libéralisme politique, la démocratie, hein, on n'est pas élu avec 87% chez nous, hein, heureusement, l'économie de marché, une Europe organisée et une solidarité géopolitique forte. Bon, ça, ce sont des choses qui comptent. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui comptent. Il faut réussir la politique de l'immigration. Il faut réussir ce grand défi qui nous est commun de la transition écologique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Tout ça, c'est notre feuille de route, c'est notre travail. Mais les quatre principes que je viens d'évoquer, ils sont en cause. Et il ne s'agit pas de rester inerte et de ne pas les défendre. Merci. C'est bien qu'un élu a commencé un premier sur ces sujets de démocratie. Là, j'aimerais simplement ajouter peut-être une idée. Nous avons en Allemagne le trauma de la République de Weimar. Et quelle a été sa défaite? Sa défaite était qu'on a laissé entrer à notre Parlement, au Reichstag, des partis politiques qui voulaient détruire la même République. Et à la fin, la seule manière de gouverner le pays était à travers des décrets du président de la République. Et ce trauma de Weimar, ce trauma de la République de Weimar, on le retrouve, on le découvert maintenant avec une situation assez difficile quand même dans certains États fédérés à l'est de notre nation. Il se peut qu'en automne de cette année, dans les 3 États fédérés où il y aura des élections régionales, eh bien, il y aura une situation comme au Reichstag de Weimar, qu'il n'y a pas de majorité pour des partis centristes. On ne sait pas comment s'en sortir. Si ça nous arrive, on ne sait pas. Mais ça peut arriver. Et cette idée même, j'aimerais bien la transporter au Parlement européen. Quand même, tout ce que vient de dire monsieur le député est basé sur des institutions européennes qui, en soi, sont fragiles. On l'a vu les problèmes que nous avons eus et que nous continuons à avoir avec un conseil de ministres, c'est-à-dire la représentation des États-nations, des États membres de l'Union européenne, quand 2 ne partagent pas nos valeurs et nos idées. Avec la Pologne, oui, mais il y a tout un tas de sujets, surtout en affaires étrangères, il n'y a pas de majorité qualifiée. Et je suis pas tout à fait sûr qu'on trouve un compromis sur l'élargissement du champ d'application de la majorité qualifiée, parce que là, l'Allemagne, par exemple, s'est rendu compte, eh bien, un vote à la majorité qualifiée dans le conflit de Gaza, ça veut dire quelque chose d'assez difficile pour nous. Est-ce qu'on veut ça? Parce que pour tous ceux qui militent pour la majorité qualifiée disent nous on est toujours en majorité. Vous prenez vos distances par rapport au discours du chancelier à Prague. Oui, mais moi je représente l'Allemagne ici, mais j'ai aussi le droit à l'expression de mes propres convictions. Non, mais l'idée que je voulais porter, c'est que notre projet européen sur l'institutionnalité est fragile. Et que si, dans le rapport entre la Commission, la représentation des États membres et le Parlement, eh bien, il y a une partie du triangle qui ne marche plus parce qu'il n'y a pas des majorités sur les 4 convictions que M. Bourlange vient de décrire. Eh bien, on est en panne, n'est-ce pas? On est vraiment en panne. Donc, je crois que ça va pas arriver parce que l'arithmétique
des situations dans les États membres différents. On n'arrive pas à une situation comme ça, mais c'est quand même pas tout à fait exclu. Donc, le combat, c'est d'éviter que des partis extrémistes, populistes, qui ne partagent pas nos convictions, soient représentés au Parlement européen d'une manière de ne pas perturber, même détruire le jeu des institutions qui nous a servi bien. Merci. Monsieur Borlange, est-ce que vous voulez rajouter? Je veux dire un mot, parce que cette histoire de majorité qualifiée, ça m'intéresse beaucoup. Je partage votre remarque sur je suis pas d'accord avec la position allemande sur Gaza, mais je la comprends très bien. Mais je partage votre réserve. Et je l'avais exprimé vis-à-vis de la position du chancelier à Prague, qui disait il fallait faire passer la majorité qualifiée en politique étrangère. J'ai plutôt l'impression que c'est le domaine où il faut pas la faire passer, parce que, enfin, maintenant, demain est un autre jour, parce que c'est un domaine où il y a de forts antagonismes. Moi, je crois que la majorité qualifiée, elle doit paradoxalement s'étendre là où il y a un consensus sur les principes, mais où le jeu de l'unanimité fait qu'on ne peut pas avancer parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est pas content, quelqu'un qui joue pas le jeu, etc. Par exemple, je trouve qu'on devrait pouvoir faire de la majorité qualifiée sur le droit fiscal, sur une partie de la fiscalité, sur la fiscalité des entreprises. On a des fiscalités très différentes, mais on a les mêmes approches, la même philosophie fondamentale, et donc là, on pourrait avancer. Donc il faut, contrairement à ce qu'on dit, il faut pas, la majorité qualifiée, ça n'est pas fait pour surmonter des antagonismes, c'est fait pour freiner des réticences, des réserves, freiner des inerties. C'est comme ça qu'il faut le voir, et je crois que c'est l'approche la plus pragmatique, et je l'ai écrit dans le rapport. Je ne sais pas si vous avez lu mon rapport sur l'élargissement, j'avais proposé, j'avais fait une petite réflexion qui était nuancée par rapport à la position du chancelier, et je suis très très heureux de voir que la fine fleur de la diplomatie allemande se déclare plutôt proche de ce que j'avais exprimé. Peut-être que le discours du chancelier était avant la crise de Gaza, qui sait. Merci beaucoup. Je vous propose de faire une dernière intervention de la salle par rapport aux enjeux des élections européennes. Donc, on a une personne en haut de la salle. Donc, bien sûr, je partage vos idées. On a vécu 80 ans de paix, c'est fantastique ce que l'Europe nous a donné. Quand on fait le procès des jeunes, est-ce que les jeunes n'ont pas d'autres préoccupations comme le climat ou des choses comme ça? Et on doit arrêter de les accabler parce que l'Europe qui marche moins bien, c'est pas vraiment de leur fait. Moi, on m'a toujours appris à l'école que toutes les guerres, que ce soit la première ou la deuxième, elles ont eu des raisons économiques. La crise de 29 ou des choses comme ça. Et est-ce que la partie économique de l'Europe, on passe pas à côté. On a réussi à créer l'euro, mais est-ce que l'économie n'est pas fondamentale dans la guerre qui vient et même dans l'agressivité de Poutine? Est-ce que c'est pas une façon de se battre contre les pays émergents? Moi, je veux bien répondre. Allez-y. Assez rapidement. D'abord, personne ici, en tout cas, aucun des trois personnes qui sont à cette tribune, n'ont le souci d'accabler les jeunes et de leur reprocher quoi que ce soit. Moi, je vois mes petits-enfants, qui sont absolument merveilleux, ils se débrouillent sur tout, ils sont très intelligents, ils savent se servir des ordinateurs, des trucs, ils raisonnent très très vite, très très bien, et je pense qu'ils sont porteurs de l'avenir. Et quant au réchauffement climatique, c'est évidemment
un enjeu absolument central qui doit être partagé partout. Et je crois que je ne suis pas étonné qu'il y ait une vague climato-sceptique qui se développe, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts à chacun, et notamment des efforts qui sont parfois plus pénibles pour les gens à petit budget, à petit revenu que pour les autres. Donc c'est très difficile à gérer politiquement, mais personne ne peut penser que ça n'est pas un enjeu absolument central. Alors sinon, sur la guerre, alors là je suis pas d'accord avec vous. Si vous croyez que les guerres ont toujours pour origine l'économie, ça je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que la Première Guerre mondiale n'était pas dictée, en dépit de ce qu'a écrit Lénine sur l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, n'était pas dictée par les conflits. L'analyse de Lénine, c'était qu'il y avait une tension épouvantable entre l'Allemagne qui n'avait pas de marché parce que les empires coloniaux s'étaient constitués sans elle, parce que Bismarck ne s'était pas intéressé aux colonies. Et en réalité, comme le montrait très bien Raymond Aron, la guerre, elle est née de quelque chose de tout à fait différent, qui a été un conflit entre les Slaves et les Germains sur les Balkans, et un enchaînement de guerres absolument considérable. Mais et on peut et Poutine, je vois vraiment pas où l'intérêt économique est pour Poutine de faire la guerre. Je crois que là, on est en face d'un pur produit. C'est Shakespeare qu'il faut lire. Là, le pouvoir, Richard III, la volonté de détruire, la volonté d'humilier, la libido dominandi, le désir de dominer, le désir d'humilier, le désir d'écraser, c'est quelque chose de fondamental. François Mauriac disait, vous savez, l'homme n'est pas bon. Si, il y a des choses très bonnes dans l'homme, mais il y a aussi des passions mauvaises. Et nous avons affaire à un homme qui a une passion mauvaise. C'est quelque chose qu'il faut voir. Hitler était un personnage profondément maléfique. Staline était un personnage profondément maléfique. Ça existe. Il y avait des collaborateurs en France qui ont été des êtres abominables. Tout ça existe. Le mal existe. Le mal existe. Ne l'oubliez jamais. C'est pour ça qu'il faut être fort, car il faut, pour que la justice triomphe, que la justice soit forte. Merci beaucoup. Juste une petite remarque par rapport à la jeunesse. Il faut quand même souligner le travail remarquable de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui est quand même issu du traité de l'Élysée, un vrai travail par rapport aux jeunes, beaucoup d'initiatives, le Fonds citoyen franco-allemand qui est venu le compléter en 2019 et qui nous soutient d'ailleurs pour cette manifestation, sont aussi des leviers qui n'existent pas dans d'autres pays. Donc quand on veut développer une amitié franco-espagnole, franco-italienne, on n'a pas les leviers que l'État français, l'État allemand nous propose grâce à l'OFAGE, et beaucoup de beaux programmes pour les jeunes de 3 ans jusqu'à 30 ans, et beaucoup de beaux programmes. Et puis aujourd'hui, le Fonds citoyen franco-allemand qui est arrivé avec le traité d'Aix-la-Chapelle de 2019, mis en œuvre dès 2020, et qui permet de développer des projets, des actions pour les jumelages, qui sont aussi le cœur de ce franco-allemand, de la société civile. Là, excusez-moi, je reprends ma casquette de président de la Fédération des acteurs franco-allemands pour l'Europe, et également président du jumelage ici de cette ville Elle vous va très bien, cette casquette symbolique. Voilà. Monsieur Schaffer. Mais peut-être simplement pour terminer, qu'est-ce que c'est vraiment l'essence même de la relation franco-allemande après ces 4 générations? Et je vais essayer d'être un petit peu provocateur dans ce que je vais vous décrire. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une controverse entre la France et l'Italie? Eh bien, on s'engueule, n'est-ce pas? En quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une querelle entre la France et la Grande-Bretagne? Eh bien, on se détourne et on se tait. On l'a vu ça après le Brexit, avec des propos insupportables du Premier ministre Johnson. Eh bien, on se parle plus.
pendant des années. Pendant des années. Et quelle est l'essence même de la relation franco-allemande? On a dit, on est tout à fait différents, sur tous les plans. On a des visions tout à fait différentes. Mais si on a des problèmes, comme on a eu un problème le 26 février, n'est-ce pas? On ne se détourne pas, mais au contraire, on recommence à se parler. Et tout ça a marché si bien parce que cette relation franco-allemande est tellement enracinée dans les mœurs, dans les réflexes politiques de nos dirigeants, et d'ailleurs peut-être aussi dans la société au sens général. Donc tant que ça existe, d'abord la conviction de il n'y a pas un avenir pour mon pays si le voisin d'autres reins ne va pas bien non plus, et que si nous avons un problème, eh bien on va prendre le téléphone ou on va faire le voyage pour nous parler, pour résoudre nos divergences, nos problèmes. Tant que ça existe, il n'y aura pas de problème pour la relation franco-allemande, parce que les divergences, les différentes idées de procédés et le compromis sont l'essence même de notre relation. Merci. Je ne vais rien ajouter parce que je suis entièrement d'accord avec les propos qui viennent d'être tenus et je vais les résumer simplement en citant l'un de mes poètes préférés, qui est un poète belge, un grand poète belge. Je trouve que ça définit très bien l'Europe et ça définit très très bien la relation franco-allemande. Le poète, c'est Henri Michaud, qui disait « Ne désespérez jamais, faites infuser davantage ». Merci beaucoup sur ce mot de la fin. Merci, Président, d'être venu. Merci, Monsieur Schaffer, d'être venu également. Voilà la fin de ces 2 heures de réunion sur le franco-allemand et sur ces différentes facettes. J'espère que ce débat vous a intéressé. Vous pourrez le retrouver sur le site internet de la FAFA pour l'Europe et sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à les visiter. Je vous propose de nous retrouver pour un pot de l'amitié au foyer de ce théâtre, donc qui se trouve juste là, et puis pour peut-être poursuivre les débats. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à tous. Remercier aussi nos amis de la technique pour la retransmission en direct sur Internet, et vous souhaiter encore à tous et à toutes une bonne et heureuse soirée. Merci beaucoup.